À moins d'une semaine de la rentrée scolaire au niveau du primaire, le ministre de l'enseignement primaire était face à la presse ce mercredi. Daouda Mamadou Marté entend engager des discussions avec les contractuels. Précision dans ce journal. Des opérations de morcellement des espaces publics au quartier francophonie de Niamey à suivre dans cette édition des réactions des acteurs de la société civile qui condamnent l'acte. Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de ce mercredi 28 septembre 2016. Une délégation du mouvement des entreprises de la France, MEDEF, séjourne au Niger. Elle a été reçue en audience cet après-midi par le président de la République. Ces investisseurs sont venus au Niger sur invitation du président Issoufou et c'est dans le but d'investir au Niger. Précision dans cet élément signé Nasser Dantofo et Sadoumi. C'est dans son ambition de faire prospérer l'économie du Niger que le président de la République, Issoufou Mahamadou, a invité le mouvement des entreprises de la France. À travers cette invitation, le président Issoufou entend amener ces entreprises françaises à accompagner le Niger dans son élan de développement économique. Le président a de grandes ambitions dans l'ensemble des domaines, les transports, l'assainissement, la ville, la logistique. Et il compte sur les entreprises, y compris les entreprises internationales, pour venir accompagner le développement économique de son pays. Et donc c'est un grand honneur pour le mouvement que je conduis d'avoir été reçu par son Excellence. C'est très important pour nous que les entreprises françaises soient en partenariat avec les entreprises du Niger pour développer encore une fois la coopération, pour que tout le monde bénéficie du développement économique. Et donc cette visite s'engage très bien. Elle avait été initiée par un déplacement que son Excellence avait fait à Paris, au MEDEF. Il avait été reçu. Il nous avait invités il y a quelques mois. Nous avons répondu à cette invitation. Et je veux dire que cela est très bien engagé et que nous nous engageons les entreprises françaises à participer au développement économique du Niger. Voilà. Comme en témoigne cette forte délégation du MEDEF, ils sont plus que déterminés à faire face à la concurrence et à l'insécurité. La concurrence, elle est normale. L'époque où il n'y avait pas de compétition est finie. Il faut que les entreprises françaises, et le président nous l'a dit, il souhaite que les entreprises françaises soient agressives, qu'elles participent à la compétition. Et c'est normal que ce pays fasse jouer la compétition. Il n'y a plus de chasse gardée. Nous pensons que les entreprises françaises, par leur histoire, par leur savoir-faire, par l'attachement qu'elles portent par exemple à faire travailler des employés du pays, elles ne viennent pas évidemment avec des employés de l'extérieur, avec leur attachement à transférer leur savoir-faire, ont des atouts à faire valoir. C'est notre réponse. Si nous commençons les uns et les autres à avoir peur, à nous replier sur nous, alors ils auront gagné. La meilleure réponse face au terrorisme qui frappe partout, pas seulement en Afrique, mais également en Europe, en France, on le sait bien. La meilleure réponse est précisément d'accentuer la coopération. C'est le développement économique qui permet le développement de la prospérité et qui est la réponse au terrorisme. Donc c'est pour ça que nous pensons que plus que jamais, il faut évidemment que les entreprises prennent leur part dans le développement économique qui est un facteur de paix. Les jours durant, la mission aura à rencontrer et échanger avec plusieurs institutions nigériennes pour un meilleur investissement. Je l'annonçais dans les titres, conférence de presse conjointe ministre de l'enseignement primaire, directrice de la formation initiale et continue ce mercredi matin. Une sortie médiatique pour éclairer davantage l'opinion nationale sur la question des inspecteurs et conseillers pédagogiques qui seraient sollicités pour, dit-on, rehausser le niveau des élèves. Le point avec Michel Deji sur les images de Nasser Seydou. C'est la question du recours aux inspecteurs et conseillers pédagogiques à la retraite qui a été le maillon essentiel de ce point de presse. Selon le ministre de l'enseignement primaire, il y a mauvaise interprétation à ce sujet et il y a lieu de clarifier les choses. Toutes les évaluations qui ont été menées parlent, que ce soit du niveau national ou du niveau au niveau international, évoquent le fait que les apprenants ont un niveau qui n'est pas reluisant. Et aussi, nous sommes conscients que pour exercer un métier, il faut avoir les b.a.-va. Donc nous sommes dit que c'est des acteurs que le ministère peut utiliser. Pas parce qu'il va les recruter, pas parce qu'il va leur donner un salaire, mais ils se sont portés volontaires. Il y a une division formation et encadrement au niveau de des DREP qui va les associer pour mener à bien leurs tâches.
Quand il y a des activités, on fera appel à eux, ils vont apporter leur contribution. S'il y a des choses à donner, c'est juste au mais ils vont continuer à appuyer le ministère à travers leur engagement, puisqu'ils sont dans le village, ils sont à côté des enseignants. Et donc, il faut qu'on formalise cela. Autre sujet abordé au cours de cette conférence de presse, c'est celui des préparatifs de la rentrée au niveau du primaire, prévu pour le lundi 3 octobre prochain sur l'ensemble du territoire national, et tout est déjà fin prêt pour une bonne rentrée scolaire, a annoncé le ministre de l'enseignement primaire. Il n'y a aucune difficulté en la matière. Les fournitures sont sur place, les affectations sont presque terminées. Pour le personnel enseignant, c'est fait. Pour les directeurs régionaux, c'est fait. Pour les inspecteurs, probablement d'ici 48 heures, ça va sortir. Il y a une préoccupation des pécules, des contractuels. J'avoue que c'est presque fini. Parce que au jour d'aujourd'hui, il n'y a que simplement un retard lié au mois d'août dans 5 régions. Une annonce faite à un moment où le ministre a encore sur la table le préavis de grève du SINASEB à compter même de ce lundi 3 octobre 2016, jour de la rentrée. Moi, je lance un appel pour qu'ils reviennent à la sérénité. Nos amis du SINASEB, on s'est toujours compris et je ne pense pas qu'aujourd'hui le temps est à une question de guerre, quoi. Parce que les questions qu'ils posent sont des questions d'ordre général. J'ai reçu leur préavis. Toutes les préoccupations qu'ils ont soulevées, tant que ce n'est pas par le dialogue et la compréhension, on ne pourra pas les résoudre. Et je vais les rencontrer d'ici la fin de la semaine, tous les syndicats du secteur de l'éducation. Et à partir de là, on trouvera une solution, je suis convaincu. Maintenant, si malgré tout, toutes les explications que je vais donner, s'ils considèrent qu'ils doivent aller en grève, je n'ai aucune solution. En ce qui concerne la question du transfert des compétences qui confère la gestion des contractuels du primaire aux collectivités territoriales, le ministre Dr Marté a annoncé que le processus suit son cours normal et le gouvernement est à pied d'œuvre afin que tout se passe dans les meilleures conditions en mettant progressivement tous les moyens qu'il faut à la disposition de ces collectivités. Réceptionné le 2 août dernier, plus de 2 mois après, les activités tardent toujours à démarrer à l'hôpital de référence de Kwaratagi. Pourquoi ce blocage? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les activités commencent dans cet établissement réalisé à grands frais? Réponse à toutes ces questions dans ce reportage signé Ali Cissé Ibrahim et Sadou Doumi. L'État a l'obligation de mettre en place des infrastructures sanitaires qui peuvent permettre aux populations de se soigner d'une façon qualitative. Aussi, depuis la réception le 2 août passé de l'hôpital de référence de Kwaratagi, aucune action concrète n'a été posée par les autorités pour démarrer les activités au sein de cette structure sanitaire. Ce qui pousse le SUSAS et le SMES à réagir en ces termes. Cet hôpital, jusque-là, nous n'avons pas, en tout cas, même les échos, et quand ça va commencer, nous n'avons pas les échos. Nous n'avons pas d'abord aussi, même le directeur général, si c'est un directeur général, même le directeur général n'est pas connu, l'équipe même n'est pas connue, pour que cette équipe quand même se mette dans le travail pour pouvoir faire, même s'il y a un besoin qui est là, et pour pouvoir penser comment il faut valablement utiliser cet hôpital, où il faut le rendre beaucoup plus fonctionnel. Tout ce que nous savons, nous, depuis l'inauguration, depuis la réception, on n'avait aucune confiance, on n'avait aucun crédit par rapport à ce qui se disait. On savait que c'était du bluff, c'est purement à visée propagandiste. On l'avait dit sur vos ondes que nous, on ne croit pas en ces choses. Aujourd'hui, au Niger, on a les compétences, les médecins spécialistes sont là. Et que toute œuvre, toute entreprise qui ne les met pas en avant, qui ne les met pas en confiance, est vouée à l'échec. Selon le SUSAS et le SMES, des mesures urgentes doivent être prises par les autorités en charge de la santé pour rendre opérationnel l'hôpital de référence de Kwaratagi. Nous pensons que ce qui a été investi dans cet hôpital-là, ça doit être entretenu comme si vous êtes dans un hôtel. Et de l'autre côté, les personnels, que ce soit les personnels soignants, infirmiers, médecins, les spécialistes, tout corps confondu, nous pensons aussi que là, ça doit être fait de manière beaucoup plus étayée pour qu'on ne dise pas que non, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il faut que ça soit fait de manière beaucoup plus légale, de manière beaucoup plus aussi inspirée. Alors, le concours qui a été annulé, nous pensons que c'est l'occasion quand même de le lancer et pour que le mérite prévale afin que, en tout cas, ceux qui vont sortir
à l'issue de ce concours-là, puissent être des éléments utiles à cet hôpital général de référence. Les gens veulent se cacher derrière des programmes de trésorerie pour mettre un frein à ces recrutements. Mais ça, c'est des histoires. Le développement, la base du développement, c'est d'abord la ressource humaine. Et les ressources humaines dans nos pays, on sait que ça manque. Eh bien, tant qu'on ne fait pas ces recrutements-là, ceux qui sont là seront surmenés par le travail. Et quand tu es surmené par le travail, tu ne peux pas fournir de résultats. Donc c'est important qu'il faut motiver ceux qui sont là. Rendre fonctionnel l'hôpital de référence de Kwaretege est d'une grande importance pour les populations. Revient aux autorités d'accélérer le processus pour qu'il soit opérationnel. Puisque nous sommes dans le domaine de la santé, restons-y et c'est pour parler de la rage, cette maladie endémique qui continue à faire des victimes en Afrique et en Asie. Le Niger, qui n'étant pas épargné, s'est joint aux autres pays du monde pour commémorer la journée internationale contre la rage ce 28 septembre 2016. Une maladie qui doit être éradiquée tout simplement à travers des sensibilisations, nous rapporte Nasser Dantoufo et Soumel Abdoulaye. Maladie virale grave touchant les mammifères dont les humains. La rage est causée par un virus qui provoque une encéphalite. Le Niger n'est pas épargné par cette maladie et touche dans la plupart des cas la population rurale. En général, les gens ne font pas la déclaration. Les gens meurent dans l'anonymat. Mais pour ce dont nous disposons, de 2001 à cette année dont je vous parle là, il y a eu 158 qui ont été déclarés, 158 morsures de chiens suspects. Donc on a analysé ces 158 morsures de chiens et de têtes de chiens, autant de têtes de chiens. Et on a analysé, on a vu qu'il y a 107 qui étaient positifs. Donc qui ont transmis la rage au moment de la morsure. Et ça, c'est ce qui est venu. Et généralement, les cas sont inconnus. Et c'est dans la brousse, les gens, quand le chien meurt, le chien mort, ils ne viennent pas faire de déclarations. Donc, c'est pourquoi on dit qu'elle touche particulièrement les populations marginales, rurales, qui n'ont pas le temps de faire des déclarations et qui meurent de l'anonymat. Les journées de sensibilisation et des campagnes de vaccination sont organisées pour éradiquer cette maladie. Sensibiliser les populations, de sensibiliser les décideurs pour que la rage ne soit plus d'actualité aujourd'hui. Nous avons des outils pour lutter contre cette maladie. Il est pratiquement incompréhensible que quelqu'un meure aujourd'hui de rage. Il suffit de vacciner le chien parce que la principale source de transmission de la rage, plus de 95%, c'est le chien. Dès qu'on le vaccine, on protège l'homme. Donc la première des choses, c'est de vacciner. Au cas où, même s'il y a eu la vaccination, au cas où le chien aussi arrive à mordre quelqu'un, les premiers signes à faire, c'est le nettoyage avec du savon et aller directement au niveau d'un centre de santé. Donc ce sont ces messages clés que nous voulons que les populations comprennent. 40 000 à 70 000 personnes décèdent de la rage chaque année dans les pays d'Afrique et d'Asie où la maladie est endémique. Intéressons-nous à présent à une pratique qui prend d'ampleur à Niamey et ses environs. Le morcellement des espaces publics, ça s'est passé cette fois dans l'enceinte du village Francophonie, une situation qui relance les débats sur la gestion des réserves foncières au Niger. Reportage Ousmane Sitikou, Ibrahim Abdou. Nous sommes au village de la Francophonie où semblent s'inviter les démons du morcellement des espaces publics. Espace en chantier et qui n'y échappe pas à l'appétit vorace des uns et des autres tapis dans l'ombre. Une gloutonnerie sans commune mesure qui hérisse les poils. C'est des pratiques illégales qui se passent au vu et aussi des autorités. Quand les choses dégénèrent, après les gens vont venir faire les larmes du crocodile comme on dit. Ce n'est pas normal qu'on observe des individus morceler illégalement des endroits de l'enceinte de la francophonie. Pendant que quelque part on est en train de détruire les boutiques des gens, soit disant qu'ils ont construit de manière illégale depuis des décennies. Donc je pense que gouverner, comme on dit, si c'est prévoir, l'État doit regarder qu'est-ce qui se passe aujourd'hui du côté de la francophonie. Et
créer les conditions qu'on ne laisse pas les gens investir inutilement leur argent et venir détruire après. Au Niger, on a l'impression que lorsqu'on cherche de l'argent, alors on se met dans une logique de sauvagerie par rapport à la gestion de ces réserves foncières-là. Ce qui est en train de se passer à la francophonie, vous avez bien fait d'interpeller l'opinion nationale pour que les gens comprennent ceux qui nous dirigent aujourd'hui là, quelle est leur intention. Dans tous les cas, le village de la francophonie, il a été conçu avec un plan. Et ce plan-là a tenu compte des paramètres que nous venons de dire. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait des réserves foncières, il faudrait qu'il y ait des espaces aérés, il faudrait que les gens ne vivent pas comme dans des sardines. Parce que le jour où il y a un problème de sécurité, qu'il soit lié à l'électricité, qu'il soit lié à un incendie ou autre, il faudrait que les gens aient une porte de sortie. L'intérêt général mis à rude épreuve, il foulé au pied. Ce sont des tierces personnes qui en bénéficient. Si la loi doit s'appliquer, elle doit s'appliquer sur tous les citoyens. On n'a pas le droit de nous dire que c'est des grands, c'est des sites qui font ou qui construisent à la francophonie de manière illégale. Personne n'a le droit de morceler de manière illégale et construire. Mais malheureusement, c'est comme ça qu'on fait au Niger. On laisse faire. Après que les choses débordent, maintenant on rejette la responsabilité sur X ou Y. Mais aujourd'hui, en lieu et place de ces CES qu'on doit faire, de ces écoles, de ces centres de santé, les autorités n'ont trouvé mieux que de morceler pour revendre certainement très cher, parce que c'est un endroit quand même bien localisé et bien sécurisé. Et je ne sais pas, ma foi, pour faire quoi avec cet argent-là. Et vous savez, au Niger également, lorsqu'on n'interpelle pas tôt, lorsqu'on n'arrête pas certaines bêtises, c'est que ça prend des ampleurs et ça va aller dans tout le pays. Objet de morcellement répétitif, sous peu, ces espaces publics du village de la francophonie verront pousser comme des champignons des maisons de type architectural extrêmement coûteux et au luxe insolent, d'où le débordement de leur fondation jusqu'aux abords de la voie principale du village de la francophonie. Célébration ce jour du 20e anniversaire de l'Observatoire d'Afrique subsaharienne Afristata. À l'occasion, un café de presse a été organisé par l'Institut national de la statistique INES et c'était en présence de la ministre du Plan qui a d'ailleurs procédé à la décoration de quelques personnalités. Reportage à Nafisa Zakou et Chebou Guissou. C'est dans le cadre de la commémoration du 20e anniversaire de l'Observatoire économique d'Afrique subsaharienne Afristat que ce café de presse est organisé. En effet, Afristat a démarré ses activités le 10 janvier 1996 et regroupe 22 États dont le Niger, pays organisateur de la présente rencontre. C'est important pour nous que ce soit ici à Niamey que ce 20e anniversaire-là est fêté. Parce qu'ici au Niger, pour nous, la statistique est un élément important, stratégique. Si vous n'avez pas de bonne statistique, vous ne pouvez pas améliorer les conditions de vie de vos populations parce que vous n'aurez pas de bons plans de développement, parce que vous n'aurez pas de bonne politique. Même au niveau individuel, au niveau ménage, dans la planification de nos activités, nous avons besoin d'avoir des informations pour pouvoir bien travailler. Aujourd'hui, nous sommes en 2016. Quel est le chemin parcouru? Et tirer les leçons. Qu'est-ce que nous devons faire pour l'avenir? Parce que l'avenir, vous savez que tous les pays, au niveau africain, il y a des agendas. Vous avez les ODD, vous avez la SDCI ici au Niger. Le Niger doit préparer son prochain plan 2017-2021. Il nous faut avoir de bonnes données statistiques pour pouvoir bien préparer toutes ces politiques, tous ces plans, tous ces programmes. Donc pour nous, c'est aujourd'hui réfléchir Afristat hier, aujourd'hui et demain. Qu'est-ce que Afristat doit être demain pour accompagner les pays membres, pour qu'ils aient de bonnes statistiques, pour avoir de bonnes politiques. Dans son discours de lancement des activités de ce 20e anniversaire, la ministre du Plan a, au nom du président de la République, décoré plusieurs personnalités d'Afristat qui ont été élevées au chevalier de l'ordre de mérite du Niger, des récipiendaires qui ne cachent pas leur joie. Un tour très rapide. Nous d'abord que je suis vraiment très heureux de recevoir cette décoration à l'occasion du 20e anniversaire d'Afristat. Mais je voudrais dire aussi que si on fait cette décoration, c'est aussi la marque de reconnaissance du rôle qu'ont pu jouer tous mes collègues de l'INSEE, du ministère de la coopération française, pour aider Afristat à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Je pense que Afristat aujourd'hui est un centre d'excellence qui poursuit le travail entamé par ses prédécesseurs. Parce que justement ce travail a été bien fait, qu'aujourd'hui nous pourrons dire
avec la confiance nécessaire que Afristad va continuer à appuyer le pays pour attirer de la crédibilité dans le travail qui se fait jour en jour. Donc je voudrais pour cela vous remercier. Je voudrais remercier le gouvernement de la Tunisie et son excellence président Mamadou Issoufou d'avoir bien voulu nous décerner cette préparation à laquelle on ne s'attendait pas. Comme l'a dit Jean-Louis Baudin, je pense que cette préparation est la marque de la reconnaissance des efforts qui ont été faits au cours des années passées pour permettre à Afristad de devenir ce qu'il est, à savoir un centre de référence pour le développement de la statistique à l'Afrique au sud du Sahara. À noter qu'Afristat a pour mission de contribuer au développement des statistiques économiques, sociales et de l'environnement dans les États membres, mieux de renforcer leurs compétences dans ces domaines. Clôture cet après-midi d'un atelier de formation de jeunes entrepreneurs sur les avantages d'AGOA dans le cadre des activités commerciales. Ils sont au total 30 participants à bénéficier de cette formation qui s'est déroulée au Centre culturel américain. Le point avec Assama Oseidou et Ibrahim Abdou. Il s'agit d'une activité qui vise à rendre les participants leaders afin qu'ils puissent être de véritables acteurs de changement et de développement pour leur société. Cependant, pour réussir ce pari, au Niger, où la tranche de la population de personnes âgées de moins de 16 ans constitue 60% de la population totale du pays. La formation des jeunes et surtout des jeunes filles ou jeunes femmes tout court aux techniques de base dans le domaine du business et de l'entrepreneuriat me semble plus qu'impérieuse. De plus en plus, il existe en Afrique et aux États-Unis un consensus selon lequel des échanges commerciaux libres et investissements internationaux figurent parmi les moyens les plus rapides qui permettent à l'Afrique de stimuler sa croissance, de promouvoir son développement et de réduire la pauvreté. Des jeunes entrepreneurs présents à cette table ronde nous expriment leur expérience. L'économie ou le développement, les changements socio-économiques auxquels on aspire sont d'abord micro. C'est-à-dire que c'est le segment des PME. Les micros, les petites entreprises, les très petites, les artisans, etc. Et la seule manière, c'était pour moi, en montant cette structure, de travailler 8 heures, 12 heures par jour pour pouvoir accompagner mes frères et sœurs. Il y a tellement de jeunes ici, mais on remarque qu'il n'y a pas de potentiel, surtout dans le domaine de tout ce qui est métier manuel qu'on fait avec la main. Donc j'ai eu beaucoup de mal à trouver et je me suis aussi fait le challenge de prendre que des femmes, c'est-à-dire constituer une main-d'œuvre féminine. J'ai eu beaucoup de mal et j'étais obligée de prendre des hommes pour commencer et jusqu'à présent je fais face à ce challenge-là. Donc il y a d'abord ça et il y a aussi eu un manque de formation. On n'est pas assez qualifié. Des participants qui ont bénéficié chacun d'une attestation nous livrent leurs sentiments. Je suis satisfaite de la formation que j'ai reçue et je crois que je vais mettre en pratique sur les théories qu'on a eu à recevoir. Franchement, c'est une initiative à encourager. C'est ce genre de formation que nous, les jeunes, on en a besoin. C'est un sentiment de satisfaction après avoir reçu une telle formation avec autant de panels et de conférenciers, somme toute assez pertinents, ayant maîtrisé leur domaine d'intervention. On ne peut que se réjouir de cette formation. Cet atelier de formation a pris fin avec une photo de famille. De la culture dans ce journal, le groupe musical Orco 5 de la rive droite a animé ce matin dans les jardins du centre culturel Oumor Ganda de Niamey un point de presse. Celui-ci est relatif au vernissage de son tout premier album dénommé Tchechodo, prévu le samedi 1er octobre 2016 au CCOG. Le résumé de ce point de presse avec Adam Soumana et Aboubakar Soleil. De report en report,
Pendant près de 3 mois, le groupe musical Orco 5 vient par la présente rencontre annoncer aux mélomanes nigériens, ceux de la capitale en particulier, l'événement tant attendu. Il s'agit du vernissage de son tout premier album dénommé Tchétchodo. Occasion pour les organisateurs de faire la genèse et la présentation du groupe. Le groupe Orco 5 a été créé le 1er août 2011 et c'est un groupe qui s'est mis dans le travail tout de suite, bravant les obstacles qu'on connaît dans le monde et dans la vie des groupes de musique, jusqu'à avoir un groupe debout, un groupe de 10 personnes. 5 ans, c'est pas beaucoup dans la vie d'un groupe de musique. Mais ce que Orco 5 a donné aujourd'hui au plan musical, n'est-ce pas, aux mélomanes, c'est énorme. Et ça a donné naissance à un album. C'est un groupe vraiment qui présente des prémices d'un avenir radieux. Et c'est en cela que nous nous devons tous de les soutenir, de les accompagner. Au Balthazar de donner ensuite les raisons du choix du titre de cet album avant de s'appesantir sur l'organisation de l'événement. Et Tchétchodo, je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est une appellation en Zarma. Tchétchodo, ça veut dire le lieu où chacun se cherche pour être plat par rapport à la définition. Et nous osons dire que même ce rassemblement, c'est un rassemblement Tchétchodo. Au niveau de l'organisation, l'amphithéâtre du CCOG est déjà prêt et acquis à la cause. La sono est déjà au rendez-vous. Le son sera vraiment nickel, agréable. Et au niveau de l'orchestre, les répétitions se sont déroulées dans de très bonnes conditions. Je préfère laisser les mélomanes découvrir le 1er octobre prochain ce que sera cette fête-là. Rendez-vous donc tous au CCOG de Niamey le samedi 1er octobre 2016, quand il sera 20h pour savourer la mélodie des ambassadeurs de l'arrondissement communal Niamey 5. Ainsi, vous apporterez votre soutien à la culture et à la promotion de la musique moderne nigérienne. Iwe yara suna fadi sun ke wurko san kinir gaba samari ma na fadi sun ke wurko san kinir gaba imanya ma suna fadi sun ke wurko san kinir gaba gunu wurko san ka kurgadi bora nai no ara. Rendez-vous donc tous au CCOG le samedi 1er octobre 2016 à partir de 20h pour soutenir cet orchestre de la rive droite, je nommé Orco 5. L'espace franc-fanon de l'association alternative Espace Citoyen a servi de cadre il y a quelques instants à une conférence publique. Au menu, l'historique du nom du parti Sawaba qui date de 1958. Le résumé avec Ousmane Sidikou et Haldou Bourema. C'est un rappel non seulement opportun, mais qui se veut surtout historique au cours de la présente conférence publique. Le nom du parti Sawaba au référendum du 28 septembre 1958, d'où ses objectifs qui lui sont assignés à la présente conférence publique. Pendant longtemps, on a fait table rase d'une partie de cette histoire, parce que ça gênait les tenants du pouvoir. Il ne fallait pas qu'on sache la lutte menée par Djibo Bakary et ses compagnons. Il ne fallait pas qu'on sache que le Sawaba était le parti phare qui luttait pour l'émancipation de ce peuple, qui luttait pour la liberté et qui luttait pour la sauvegarde des intérêts supérieurs de la nation du Niger. Évidemment, cela contre le système colonial français qui voulait coûte que coûte s'accaparer des biens de ce pays, s'accaparer de son sous-sol et évidemment amener le gouvernement Sawaba qui soutenait le FLN algérien en lutte pour la libération de l'Algérie, amener donc un régime néocolonial qui devrait mettre fin à ce soutien. L'un dans l'autre, le Sawaba a subi la foudre du système colonial de l'époque du régime de la 5e République de Gaulle, parce que tout simplement, plus que la Guinée, le Niger gênait. Le Sawaba, ce parti panafricaniste dont l'idéologie inchangée
reste toujours d'actualité. Les gens veulent un Niger indépendant. Dans la jeunesse, le combat anti-impérialiste reste encore présent. Le discours anti-impérialiste reste encore un discours fort. Aussi bien au Niger, mais aussi dans toute l'Afrique, les gens se rendent compte que nos pays ne sont pas réellement indépendants. Et vous avez toute une jeunesse africaine qui rêve de voir nos pays devenir réellement des pays indépendants, se soustraire du joug de la domination des puissances impérialistes et être des pays souverains, avec leur monnaie, avec leur armée, capables d'assurer le bien-être à leur population. Pourtant, à dessein, à tort ou à raison, on lui occulte et lui nie son passé glorieux. Aujourd'hui, le régime actuel veut sanctifier Diori. Nous disons, nous n'avons rien contre l'individu Diori, mais nous refusons qu'on arrache au peuple nigérien ce qui lui revient. Le peuple nigérien a les valeurs cardinales de ce peuple et de sa société. C'était Djibo et le Swaba qui les défendaient. C'est Djibo qui a lutté pour l'indépendance de ce pays. C'est pour contrecarrer Djibo qu'on a donné l'indépendance nominale au régime que vous connaissez. Aujourd'hui, le régime qu'on connaît aujourd'hui ici veut coûte que coûte, comme l'a fait le RDA, nier systématiquement Djibo Bakary et sa lutte. Ils veulent nier tout ce que le Swaba a fait. 58 ans après, le parti de Djibo Bakary semble s'enorgueillir et croit dur confère à ses convictions politiques profondes. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.